est impossible. L'être humain est capable des plus grands miracles, mais aussi des pires atrocités. Des pires atrocités. Des pires atrocités. Rien n'est impossible. Des pires atrocités. Vous êtes fascinant, vous savez. Vous avez évolué au fil des années, pour au final vous entretuer et laisser brûler votre propre planète à petit feu. J'aimerais pouvoir vous aider aujourd'hui, mais malheureusement, il est déjà trop tard. Je vous observe depuis des siècles maintenant. Vous m'avez apporté que tristesse et destruction. Je ne peux plus rien faire. Il est temps pour moi de partir d'ici. Vous êtes inconscient. Bonjour à toutes et à tous, ici Radio Pirate, la radio qui pirate le confinement. Radio. 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 Aujourd'hui, avec Adrien et Marlène, nous allons parler d'un sujet lourd, mais nécessaire, la précarité étudiante. Nous avons fait un appel à témoignages et nous avons reçu plusieurs messages très forts d'étudiants et étudiantes en situation précaire. Pour commencer, nous allons lire le témoignage de Pipochka. Depuis le début de mes études, je vis sous le seuil de pauvreté, et ça s'est évidemment empiré depuis que je fais mon master à Paris. Le fait de ne pas avoir de revenus assez décents pour me permettre un logement de plus de 10 mètres carrés joue énormément sur ma santé mentale. C'est quasiment la taille d'une cellule de prison. Je lutte au quotidien pour ne pas craquer. Je vis avec les APL et la bourse du Crous, mais celle-ci est en retard, ce qui fait que j'ai un retard de 3 mois de loyer. Ce stress infligé, ça a aussi des répercussions. Il y a à peine quelques années, un étudiant désespéré s'était immolé devant le Crous de Lyon. Ça ne leur a visiblement pas servi de leçon. Ça, c'est la réalité de nombreux et nombreuses étudiantes aujourd'hui, encore plus avec la crise du Covid. Pour commencer à contextualiser le sujet, Adrien va citer quelques chiffres. Bonsoir les pirates, en effet j'ai choisi plusieurs chiffres qui englobent tous les problèmes liés à la précarité étudiante et puis on verra ensuite au cours de l'émission les conséquences concrètes que peuvent avoir ces chiffres. Pour commencer donc, le premier chiffre qu'on a retenu c'est celui qu'un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale et pour rappel le seuil de pauvreté est fixé à 987 € par mois. 987 € auxquels il faut bien évidemment retirer presque 50% pour le loyer. Cela laisse près de 500 000 étudiants avec moins de 400 € pour vivre par mois. On pourrait alors penser que les logements proposés par le Crous permettraient d'augmenter le reste à vivre des étudiants, mais malheureusement, seuls 6% d'entre eux bénéficient de ces logements à prix réduit. Tout cela oblige un bon nombre d'étudiants et étudiantes à travailler en parallèle de leurs études.
Concernant ce point sur le salariat étudiant, on apprend dans une étude menée par l'INSEE en 2019 que ce sont près de 40% des étudiants et étudiantes qui se disent obligés de travailler en parallèle de leurs études et ainsi mettre en péril le succès académique, simplement, je cite, pour pouvoir vivre. Cette situation de précarité généralisée ne fait que s'empirer au fur et à mesure des années. En effet, on constate que le coût de la vie étudiante moyen a augmenté tous les ans d'en moyenne 3% sur la dernière décennie, alors que dans le même temps, les bourses sur critères sociaux n'ont augmenté que d'un peu plus d'1% sur ces 2 dernières années, effort pourtant surhumain pour un gouvernement tentant de se faire passer pour un sauveur à l'annonce de ces chiffres. Mais tous ces chiffres autour de la précarité ont des conséquences massives dans la vraie vie des vrais gens. Pour ne retenir alors que 2 chiffres supplémentaires, on notera que 43% des étudiants et étudiantes renoncent aux soins, dont au moins la moitié par manque d'argent, et que selon une étude de la FAGE de 2017, 65% des étudiantes sautent régulièrement un repas faute d'argent. 65%, c'est 1,7 million d'étudiants et étudiantes ne mangeant donc pas à leur faim. Merci beaucoup Adrien pour ce rappel important. Avant de commencer les témoignages, nous allons faire une première pause avec Life is Stressful Sometimes de Stevia Sphere. Ces chiffres sont d'une violence inouïe
et se traduisent donc par des situations concrètes, des conditions parfois invivables, des augmentations des inégalités, des étudiants et étudiantes qui doivent abandonner leurs études à cause de cette situation. Voici à présent le témoignage de Valentin reçu par email. Juste pour le contexte, ça remonte à il y a quelques années. Je suis un mec début de la vingtaine au moment de tout ça. J'ai l'impression d'avoir de la chance par rapport à la plupart des gens, surtout par rapport à mes potes du lycée technique d'où je viens. Mes parents n'ont pas le bac, mais ils ont tous les deux un CDI et des revenus très corrects. Moi, en tant qu'étudiant, je travaille l'été, mais j'ai pas besoin de travailler pendant mes études. Je suis à bac plus 4, et ça fait 2 ans que je suis plus chez mes parents. Depuis que j'ai mon logement, je vois bien que je galère plus que mes potes en master. Dès qu'il faut une sortie, je trouve une excuse pour pas venir. Ce qui est chaud aussi, c'est quand la plupart de tes proches ont un train de vie supérieur au tien. Avant, mes potes étaient dans la même galère que moi, du coup je trouvais ça normal. Mais dans mon master, les gens font des ciné, ils sortent souvent et moi je peux pas suivre. Je sais que ça fait problème de privilégier, mais franchement, quand tu passes 2 ans à manger les mêmes pâtes au beurre chez toi et que tu peux rien faire, ça devient super lourd. Je me souviens même plus vraiment comment ça a commencé. J'ai commencé à piquer des trucs dans les magasins. Au début, je prenais des pots de sauce parce que ça prend pas de place et que ça coûte cher, ou des crèmes pour le visage. J'ai la peau du visage qui pèle. Et je sais que c'est chaud, mais j'arrivais pas à me sentir coupable. Avant, je galérais et tout d'un coup, je peux aller au ciné, aller au bar avec mes potes, en finir avec mon visage irrité qui pèle tout le temps. Le pire, c'est que même maintenant, j'arrive pas vraiment à m'en vouloir. Ce qui est chaud avec le vol, c'est que c'est si facile. En très peu de temps, tu as plus de problème. En plus, c'est dur de l'avouer, il y a l'adrénaline et c'est un peu kiffant. 1 ou 2 fois, je me fais choper, on prend mon nom et ma carte d'identité, et sans doute parce que j'ai l'air d'un petit gars timide, je m'en sors avec une gueulante. Le problème, c'est que je commence à prendre des trucs plus gros. Genre une fois, j'ai plus d'écouteurs et je piquais un casque. Je deviens pas mauvais pour comprendre et connaître les dispositifs de protection, comment tu les repères pour prendre les produits non protégés, repérer les caméras, etc. C'est presque un jeu. Aucun de mes proches n'est au courant. Pour mon dernier semestre, je fais un Erasmus. Je suis dans un autre pays d'Europe dont je parle pas la langue. Le problème, c'est que niveau thune, c'est toujours la galère. Et je reprends mes mauvaises habitudes. Sauf que super vite, je me fais attraper alors que j'ai piqué un truc d'électronique. Et là, c'est pas comme les autres fois. Ils voient que j'ai pas de carte d'identité, mais un passeport et que je parle pas la langue. Mes papiers sont en français, mais ils comprennent rien. En plus, je suis un peu basanée, du coup, je me fais bien insulter en anglais. Ça m'est jamais arrivé en France, comme j'ai un prénom français. Je dois attendre pendant presque 3 heures dans l'arrière-boutique du grand magasin, avec un gros gars de 50 piges super raciste qui me menace avec un couteau. J'ai pas le droit d'aller pisser, on me fouille toutes mes affaires et le gars me pique même mes gants. Il me fait parler et me menace en anglais dégueulasse en plus. Les flics arrivent et me refouillent. Alors là, il y a tout un paragraphe que je vais passer, mais qui est en gros, qui sont en gros des scènes de violence et d'humiliation qui sont subies par l'auditeur au commissariat. Donc je reprends la suite du témoignage. J'ai eu un procès, mais tout était dans une langue que je ne lis pas, et je ne comprenais rien aux démarches à faire. Des mois après, j'ai dû en parler à mes parents, surtout que j'arrivais plus à sortir de chez moi. Heureusement, ils ont pu m'aider, mais comme je pigeais rien, j'ai dû aller voir une avocate, et mes parents ont dû balancer leurs économies pour la payer. Finalement, j'ai pu rentrer en France, j'ai arrêté mes études sans le diplôme, mais au moins j'ai pas fini mes études. Aujourd'hui, j'ai un taf de merde, et dès que je croise un flic ou une bagnole de police, j'ai l'impression qu'ils sont là pour moi, et je me casse la boule au ventre. Merci à toi Valentin pour ce témoignage très fort. Sache qu'on t'envoie toute la force de Radio Pirate pour tes aventures futures. On voit bien avec ce genre de témoignage la violence et la détresse que peuvent provoquer la précarité, notamment chez les étudiants et les étudiantes. La même précarité qui avait amené il y a 1 an Anas Kournif à tenter de s'immoler par le feu devant le Crous de Lyon. Il s'est exprimé publiquement pour la première fois dimanche. Marlène a pu s'entretenir avec lui. Du coup, déjà un peu, comment tu te sens? C'est quoi ta situation actuellement? Voilà, globalement, bon, j'ai des amputations, j'ai de la brûlure au 3e degré sur 75% du corps. J'ai le nez un peu détruit, visage un peu détruit. Ouais, je me débrouille avec mes amputations. Disons que je vais avoir une prothèse bionique pour ma main droite et des orthèses mécaniques pour ma main gauche. J'ai confiance aux soignants et soignantes de Rério, quoi. J'ai vu que dans ton interview, en fait, dans le média, à un moment, tu faisais le point sur la situation des grands brûlés. Est-ce que tu penses qu'on peut faire le lien entre la situation un peu générale, je sais pas comment tu la vois, des grands et grandes brûlés et les conséquences de la précarité en général? Ouais, complètement. Bah, disons que il y a plusieurs grands et grandes brûlés qui sont brûlés, elles et eux-mêmes. Il y en a plusieurs qui étaient SDF, il y en a plusieurs qui, qui ont eu des problèmes financiers divers et variés. Le fait est que la précarité conduit souvent au suicide.
ouais, les grands et grandes brûlées, à condition, enfin, si on n'est pas patron, quoi, on s'en sort pas, en fait. Si on n'est pas un grand patron, on s'en sort difficilement de la brûlure. On peut le voir aux États-Unis, par exemple. Là-bas, on voit vraiment l'écart qu'il y a entre les pauvres et les grands brûlés, enfin les pauvres et les très riches, grands brûlés et grandes brûlées. Euh, et en fait, on voit que les très riches euh, s'en sortent le mieux possible, avec les meilleurs soins, les meilleures chirurgies, etc., etc. En France, en fait, euh, ce qui est remboursé globalement, c'est enfin, si, il y a quand même pas mal de trucs qui sont remboursés. Euh, on peut avoir du derme artificiel, on peut avoir des greffes de peau, on peut avoir des interventions vitales et certaines interventions, la plupart des interventions chirurgicales sont remboursées. Et heureusement qu'on a la Sécu pour ça. Par exemple, se faire refaire les sourcils, c'est pas remboursé. Euh, Réavoir des cheveux, c'est partiellement remboursé à condition d'en faire la demande. Se faire, bon, autant dire que se faire une barbe, c'est impossible, quoi. Bon, globalement, je sais que à un moment ou à un autre, je vais me faire refaire les sourcils parce que bah, c'est là où tu te retrouves le plus, quand même. En fait, globalement, si les grands et grandes brûlés luttent seuls de leur côté et que les autres précaires luttent seuls de leur côté, et ben, en fait, on va se retrouver dans une situation où bah, tout le monde est perdant parce qu'en fait, tout le monde luttera de son côté et au final, on n'aura pas des grandes victoires. Tu penses qu'il faut faire un peu un lien collectif de lutte entre les grands et grandes brûlés et les autres précaires? Entre les grands et grandes brûlés, les amputés, les différents et différentes personnes non valides, en fait. Enfin, les personnes handicapées. Sur la question de la précarité, notamment la précarité étudiante un peu en général, tu disais dans l'interview justement que tu avais donné aux médias que c'était un symptôme de la précarité étudiante en France. Est-ce que tu peux expliquer du coup un peu largement, notamment pour les gens qui écoutent, c'est quoi les enjeux et les conséquences de la précarité, notamment étudiante? Disons que le salaire socialisé, c'est quand même là, enfin, c'est la mesure qui changerait tout. Mais on n'en est pas là. On n'est pas du tout là. On est à un point où le gouvernement, on n'a plus rien à faire de la sécurité sociale. À ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste juste des bourses. Enfin, en gros, c'est augmenter le nombre des bourses et leur montant. C'est aussi baisser le prix des logements, baisser le prix des denrées d'une manière générale pour toute la population. Et c'est aussi, en fait, c'est tout ça, en fait. C'est toutes les mesures qui peuvent faire en sorte de rendre la vie économiquement moins chère. Est-ce que tu aurais à dire à celles et ceux qui auraient pu être choqués, touchés par ton geste et du coup, voilà, genre un peu un truc général, qu'est-ce que tu as envie d'aussi dire aux personnes qui nous écoutent? Déjà, merci d'avoir tenu le coup. Et aussi, ce qui est important, c'est de lutter en vie. Et aussi, c'est de mettre en priorité la vie de la communauté et sa vie à soi aussi. Et donc de s'organiser toujours et encore. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir, en fait. Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. Du coup, on est de retour sur Radio Pirate. Attendez, il faut que j'éteigne le son. Voilà. On est de retour du coup sur Radio Pirate. C'était à l'instant, on a écouté du coup l'interview que j'ai faite d'Anas. Je suis avec Patoun qui est camarade du coup aussi de Solidaire étudiante à Lyon pour parler un peu des luttes qui se sont déroulées suite à cette tentative de suicide l'année dernière. Je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Bonsoir. Yes, ok, cool. Du coup, pour essayer de commencer un peu, pour revenir un petit peu, parce que
fait, cet événement-là qu'on a vécu l'année dernière, ça a déclenché une grande mobilisation nationale contre la précarité étudiante. Est-ce que tu as envie de revenir un petit peu dessus? Parce que tu étais présente en fait dès le début de cette lutte-là. Oui, je suis vachement émue par le témoignage d'Anas, même si en fait on discute depuis un moment déjà et il est revenu dans nos réunions syndicales localement à Lyon. Donc je suis... en fait, c'est bête, hein, mais je suis vraiment heureuse de l'entendre et je suis soufflée par la justesse de ses propos politiques, mais comme toujours, ça n'a pas changé. Sur la lutte de l'année dernière, en fait, il y a vraiment eu cette question de comment on réagit quand un de nos camarades s'immole par le feu devant un crous. Je pense que en premier, en fait, les premiers moments, c'était quand on a vu son post sur Facebook et qu'on a paniqué parce qu'en fait, on essayait de savoir où est-ce qu'il était et ce qu'il allait faire. Et ensuite, des camarades l'ont trouvé et ensuite, il a fallu gérer ça médiatiquement, entre guillemets, parce que le testament, entre guillemets, puisque heureusement, il est toujours parmi nous, qui nous a laissé, c'était vraiment la lutte avant tout. Battez-vous pour vos droits, battez-vous pour qu'on ne crève pas la gueule ouverte. Et donc, nous, on voulait vraiment honorer ce message-là, puisque à ce moment-là, on savait juste pas si il allait s'en sortir et en fait, il était hors de question que son geste tombe dans l'oubli, qu'il y ait pas de réaction en fait. Et donc moi, je me souviens très bien parce que j'étais à Paris à ce moment-là, au siège de Solidaire. Parce qu'on avait un week-end de formation qui a tourné en fait en week-end de gestion de crise et en fait donc on a fait du merdier, on a essayé d'expliquer ce qui s'était passé sans pour autant mettre en danger Anas, sans pour autant révéler des informations sur son identité. On avait des journalistes qui ont eu des pratiques vraiment peu recommandables. Et ensuite, je me suis retrouvée au téléphone avec le directeur de cabinet de Frédérique Vidal, puisque je rappelle, à cette époque-là, Frédérique Vidal était en Antarctique pour je ne sais je sais plus quoi exactement, et elle a réagi en fait officiellement que la semaine d'après. Et en fait, voilà, le directeur de cabinet et tous les autres politiques qui font partie du gouvernement ont tous eu la même ligne de défense. C'est un geste qui n'est pas politique. C'est quelqu'un qui va pas bien et donc faut pas prendre en compte ce qui a pu être dit et écrit. Et nous, on n'était pas d'accord avec ça. Le directeur de cabinet n'arrêtait pas de me dire oui, toutes nos pensées. Et nous, on lui répondait au téléphone, en fait, est-ce que vous allez infléchir la politique du gouvernement? Puisqu'en fait, il y a des problèmes. Le geste d'Anas le met en exergue d'une manière particulièrement tragique, mais ces problèmes existaient déjà avant. Je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, Douna s'est suicidée à Montpellier à cause de la transphobie et d'une menace d'expulsion du Crous. Donc en fait, on n'est pas sur un acte isolé, loin de là. C'est vraiment, en fait, toute cette lutte-là, ça a été mettre en avant ces témoignages-là, sur Lyon particulièrement, puisque moi, du coup, j'ai fait ça sur Lyon, c'est essayer de construire de la solidarité, déjà à l'intérieur du syndicat, parce qu'on était vraiment chamboulés, mais aussi avec le reste des camarades précaires qui s'en sortaient pas, pour leur dire que le suicide n'était pas une solution, mais que la lutte collectivement, ça l'était. Qu'on allait peut-être pouvoir obtenir quelque chose, qu'il fallait se battre, montrer qu'on était présent, qu'on était en colère. Et écoute, cette colère est toujours là, mais force est de constater qu'on a obtenu finalement assez peu de choses. Un numéro vert, les repas Crous à 1 € pour les boursiers, mais pas d'augmentation des bourses ni financière, ni en termes de personnes qu'elles touchent. Pas de reconstruction de logements Crous, et par ailleurs les logements Crous c'est plutôt une arnaque parce que c'est pas soumis au baux de droit commun, et donc nous ce qu'on voudrait aussi c'est des logements sociaux du parc social de l'État, mais destinés aux étudiants, parce que ça non plus il y en a pas assez et c'est pourtant moins cher, et c'est des baux de droit commun qui sont beaucoup plus intéressants pour nous. En fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore obtenues. Et aujourd'hui, moi, la question que je me pose en tant que syndicaliste et étudiante, c'est comment on arrive à convaincre des personnes précaires qui sont déjà en train
de galérer pour survivre, comment on arrive à les convaincre de s'organiser, comment on arrive à les convaincre de se mobiliser avec nous, parce qu'en fait, ça fait quasiment 10 ans qu'on n'a pas eu de victoire. Et ça, c'est une vraie question et c'est quelque chose qui tourne un peu en boucle en ce moment chez nous, les militants, et puis je pense chez les camarades. C'est à quoi ça sert de faire des manifs, à quoi ça sert de bloquer des trucs, parce que déjà, on va bientôt être condamnés parce qu'on bloque des CA qui vont voter des augmentations de frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Bon, bah voilà, on peut risquer jusqu'à, je crois, 45 000 € d'amende pour ça. Donc, bon, bah ça va nous calmer quand même. Comment on va faire en fait? Comment on réinvente des nouvelles formes de lutte et surtout comment on gagne sur le long terme? Et c'est là où je pense qu'Anas a raison, c'est qu'on n'a pas assez fait le lien avec avec d'autres collectifs de personnes qui peuvent être précaires, puisque cette situation est en fait précarité plutôt pauvreté en fait, hein. Parce que c'est des situations qu'on partage avec des jeunes travailleurs, avec des travailleurs moins jeunes, avec les retraités aussi qui vivent très chichement, pour ne pas dire qui sautent aussi des repas, honnêtement, pour avoir vu des reportages là-dessus, c'est assez effroyable. En fait, comment on fait tout ça et comment on arrive à reconstruire une solidarité de classe, et c'est vraiment, comment dire, la tâche est grande et j'ai l'impression qu'on n'est pas suffisamment nombreux, qu'on n'a pas suffisamment de bras. Donc, pour ceux qui m'écoutent, très modestement, j'ai envie de vous dire, engagez-vous si c'est pas déjà le cas. Motivez vos proches à s'engager. Et en fait, il n'y a pas d'autre moyen que de lutter collectivement pour y arriver, parce qu'on s'en sortira pas tout seul. Et puis, comment dire, sur un aspect un peu plus internationaliste, si je puis dire, aujourd'hui, les étudiants qui sont le plus en difficulté sont les étudiants étrangers, puisque quand le Crous annonce 1 euro pour les boursiers, en fait, les étudiants étrangers, ils n'ont pas le droit de toucher les bourses françaises. Ils sont pas prioritaires sur les logements sociaux. Ils payent des frais d'inscription qui sont extrêmement chers. Quand ils passent par Campus France, il faut qu'ils attestent d'avoir au moins 10 000 € sur leur compte en banque. Il y a énormément de restrictions. On se retrouve on se retrouve, nous, en tant que syndicalistes, devant des situations qui sont très difficiles à régler, avec une énorme, beaucoup de misère, beaucoup de précarité, qui peut pas être gérée par le peu d'assistantes sociales qu'on peut avoir en ville, les assistantes sociales du Crous qui doivent être surchargées et qui sont parfois exécrables avec les étudiants qu'elles reçoivent. Je sais que ça a l'air très décourageant, mais en fait, je pense vraiment qu'il y a des solutions. On en a tout un paquet de revendications de gauche pour plus de logements, une baisse du ticket de... plutôt une meilleure prise en charge par l'État de la moitié des prix des repas Crous, des bourses pour tout le monde et qu'on soit plus soumis au fait de voir combien nos parents gagnent, parce qu'on n'est pas tous avec nos parents, on n'est pas tous en accord avec nos parents. Je pense notamment aux camarades LGBTI, mais aussi les parents qui forcent leurs enfants à faire certains types d'études. Voilà, et en fait, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc nous, Solidaires étudiants Lyon, en début d'année, là, c'est-à-dire courant septembre, on avait plus de 10 personnes qui s'étaient signalées auprès de nous pour nous dire qu'elles dormaient dans la rue ou dans des squats où il n'y avait pas d'eau chaude, ou alors qu'elles vivaient dans des villes avoisinantes, c'est-à-dire Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, et qu'elles faisaient le trajet tous les jours parce qu'en fait, elles n'avaient pas moyen de se loger sur Lyon. Et je peux vous dire que quand vous avez, parce que moi je suis aussi jeune et pas aussi précaire, mais aussi jeune que toutes les personnes que j'ai essayé d'aider, quand vous êtes là à la vingtaine en train d'entendre en fait des étudiants vous dire qu'ils sont au bout du rouleau parce qu'en fait ils marchent toute la nuit parce qu'ils ont peur de se poser, de se faire voler leurs affaires, qu'ils ont faim, qu'ils ont soif, qu'ils sont pas en capacité de se concentrer en cours parce que c'est le seul endroit en fait dans les amphis qui sont très peu chauffés, c'est le seul endroit où ils ont chaud et qu'en fait ils sont en difficulté pour suivre tout ça, qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Quand l'université vous dit en gros on peut pas aider tout le monde, on a commandé que tant de clés 4G, on a que tant d'ordinateurs à prêter, non mais nous on fait pas les logements étudiants, ça vous donne envie un peu de péter des trucs. Et en premier par exemple la gueule de Macron. Donc je pense qu'il faut le faire tous ensemble, et je pense qu'il faut le faire en se disant qu'il y a de l'espoir, parce que comme dit Anas, en fait c'est vivant qu'on va gagner et c'est vivant qu'il faut se battre. Et donc en fait c'est je sais pas comment on peut finir cette intervention. Je sais pas si Marlène, tu voudrais me poser une question un peu plus précise sur
la lutte qui s'est menée l'année dernière, mais en tout cas, ça a été un grand moment de solidarité, une grande démonstration de force. Voilà, une grande démonstration de force qu'on a pu faire. Elle a malheureusement pas été entendue, mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Et justement, pour revenir un petit peu sur toutes ces solidarités dont tu parlais, bon, j'ai pas énormément de questions parce que bon, c'était hyper clair ce que tu as dit et vraiment merci pour ça. Mais justement, un petit peu pour redonner de l'espoir, peut-être finalement, donc bien sûr rappeler que comment dire que évidemment c'est cette envie qu'on lutte et qu'effectivement plus il y a de gens qui s'organisent, plus on a des chances en fait d'avoir de vraies victoires. Mais est-ce que tu voudrais un peu donner des exemples de solidarité concrète, d'actions qui ont été mises en place? Je pense notamment à quelques trucs qu'on a pu faire à Lyon, bon, qui ont eu un impact plus ou moins fort, mais qui permettent de créer aussi de la solidarité. Je sais pas, je pense à comment ça s'appelle, au cours gratuit sur le truc. Si tu as envie de parler un peu de ces initiatives-là qu'on peut lancer et qui donnent des exemples peut-être un peu concrets. Oui, avec plaisir. Si ça peut vous inspirer dans vos villes, allez-y. Alors l'année dernière, on a mis en place en fait les cruises gratuits. Les cruises gratuits, c'est quoi? C'est rentrer dans un restaurant universitaire, discuter avec le personnel et leur expliquer qu'aujourd'hui les étudiants ils ne vont pas payer pour manger. Et ensuite, faire passer le maximum d'étudiants, faire passer sur leur plateau, etc. Pour qu'ils puissent manger, qu'ils puissent se servir. Qu'ils puissent récupérer du pain, parce qu'en fait, il y a plein d'étudiants qui peuvent pas s'acheter de pain, et c'est vraiment ça qui m'avait choquée en plus à cette époque-là. C'est laisser les gens manger tranquillement, et c'est de retarder le plus possible le moment où les flics vont venir pour être sûr qu'on ait pu, que le maximum de personnes aient pu manger. Et donc ça a été particulièrement efficace parce qu'en fait, typiquement, on faisait manger des gens, donc rien que ça, c'était incroyable. En plus, on récupérait de la nourriture et on faisait des mini maraudes où en fait, on en distribuait aux SDF qu'on croisait, à d'autres étudiants, etc. Il y avait vraiment tout cet aspect. En fait, le pouvoir, c'est le nombre et c'est nous le nombre. Donc une fois qu'on discute en fait avec les employés des Crous, ils sont pas contre en fait, hein, ils sont tout aussi précaires que nous. Et le moment où on n'a plus pu faire ça, c'était quand en fait, c'était les directions des facs qui venaient dans les Crous et qui venaient discuter pacifiquement avec les étudiants, mais qui en fait nous faisaient perdre du temps jusqu'à ce que la police arrive. Le premier que j'ai fait juste après le rassemblement du 12, donc ça va faire un an demain. Il me semble que c'était, je sais plus si c'était des CRS ou des gendarmes mobiles, mais en gros des flics très très armés. Avaient essayé de m'attraper par le bras pour me piquer le mégaphone, puisqu'en fait je me foutais ouvertement de leur gueule en disant ah coucou, il y a les poulets et comment est votre repas à vous les étudiants, etc. Enfin c'était très drôle, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a extrêmement choquée, c'est qu'en fait quand on a dû partir, parce qu'à un moment quand même on a dû partir, déjà tout le monde a rangé son plateau pour faciliter le boulot aux anciens, aux personnes qui travaillaient là. En fait on a vu que dans la salle d'à côté il y avait des profs et il y avait des personnels de l'université qui avaient vu tout ce qui venait de se passer et qui n'ont pas levé le petit doigt. Et en fait, je pense aussi que la solidarité, elle passe pour ça, elle passe ici aussi, c'est qu'on va avoir besoin aussi de l'aide des profs titulaires qui se mouillent pas d'habitude, parce qu'en fait, la précarité, si ça commence par nous, ça finira par eux. Il n'y a pas à en douter. Du coup, ça, c'était vraiment une très belle action. Et on en a eu quelques autres plutôt plus subtiles, mais en tout cas de blocage, d'aller emmerder la présidence pour leur dire en fait il va falloir aider les étudiants, de mettre la pression sur le Crous, de faire chier Frédérique Vidal. Apparemment on l'a pas fait assez fort, donc on va continuer. Du coup écoutez, moi je vous invite à relancer des Crous gratuits dès que tout sera réouvert, parce que il n'est pas question qu'on ait d'autres étudiants qui peinent à se nourrir. Tout dit, merci beaucoup Patoun pour cette intervention, ce témoignage. Je laisse la place aux personnes qui reprennent l'intervention de l'émission. Oui, merci beaucoup du coup à Patoun et Marlène pour ce super témoignage et ces beaux exemples d'action de lutte. On remercie aussi Anas qui nous a fourni son témoignage, à qui on souhaite un bon rétablissement et une bonne continuité dans ses études et ses activités de lutte. On va continuer avec la lecture d'un autre témoignage qu'on a reçu par écrit, celui de Louise, puis on enchaînera immédiatement après avec une pause musicale qui sera Safe Even. Le témoignage de Louise donc est le suivant. Mes parents gagnaient trop peu pour que je sois boursière. Ils avaient beaucoup de crédits à l'époque, ils gagnaient environ 3 000 € à eux deux.
Et comme les crédits ne sont pas pris en compte dans les calculs, ils n'avaient pas les moyens de payer mes études. J'avais 3 boulots en même temps pendant 3 ans et à peine le temps de bosser mes cours. Mon copain s'est fait expulser du Crous après un chèque refusé. Il lui manquait comme à peu près 5 € sur son compte. Le Crous réclame l'état des lieux, il prépare l'appartement, mais personne ne vient. Il relance, personne ne répond. Il quitte donc le logement en déposant les clés au Crous. Pendant ce temps, le Crous n'avait pas pris en compte sa démarche. Ils ont comptabilisé donc plus de 3 000 € impayés. Il est aujourd'hui interdit bancaire. Alors merci beaucoup, Patoun et Marlène. C'était vraiment super intéressant et j'ai beaucoup d'admiration. Ils sont aussi déter à faire changer les choses et vraiment bravo à vous, voilà, c'est vraiment top. Donc on a eu beaucoup comme on a fait un appel à témoignages, on a reçu beaucoup de personnes qui souhaitaient témoigner et on va en accueillir 2 ce soir, dont la première qui est Léa. Bonjour Léa. Salut. Donc déjà, merci beaucoup de prendre le temps de venir témoigner ce soir Pirate. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler un peu de ta situation? Ouais, bien sûr. Déjà, merci à vous de me recevoir. Je me sens un peu impostrice dans ma situation de prolo privilégié, comme j'aime bien m'appeler. Donc là, actuellement, je suis en 2e année d'apprentissage. Je travaille en alternance dans une maison d'édition depuis l'année dernière. Donc moi, voilà, comme quelques étudiants qui ont déjà témoigné, j'ai jamais eu de bourse, malgré que mon père nous a élevés tout seul avec ma sœur. Je bosse à côté de mes études depuis, je dirais, le lycée.
premier boulot, c'était au lycée. Et donc là, deuxième confinement, je vis chez mon père. Je suis retournée vivre chez lui, plus exactement. On est dans un 3 pièces, dans le 94, donc dans le banlieue de Paris, au Bureau-sur-Marne. Et donc, pour le premier confinement, je suis rentrée chez lui, puisque je ne pouvais pas vivre dans mon tout petit logement que j'avais à l'époque. Et comme j'avais pas de plan de coloc, juste je suis restée. Et puis le deuxième confinement est arrivé. Et puis voilà. D'accord. Et là, pour le deuxième confinement, tu es où? Toujours chez lui, donc dans le 94, D'accord, ouais. en banlieue parisienne. Ok. Et donc toi, tu disais, tu travailles à côté, c'est ça? Ouais, exactement. Donc j'y suis pas retournée depuis mars, mais j'étais serveuse dans un restaurant depuis mars 2019. Et avant ça, j'ai été barista dans des coffee shops. J'ai fait un volontariat en service civique quand j'étais en licence. J'ai été employée de bureau à mi-temps. J'ai beaucoup été hôtesse, intérimaire. Avant ça, je faisais du babysitting, du soutien scolaire. Voilà, j'ai jamais arrêté de bosser. Et ça te prend combien de temps en fait? Ça dépend des années. Généralement à mi-temps, donc entre une quinzaine et une vingtaine d'heures. Sauf quand j'étais en service civique où là c'était 24 heures, c'était beaucoup. Et l'impact que ça a eu sur ma scolarité, j'ai eu ma licence de justesse parce que je pouvais pas assister à certains cours à cause du boulot. C'était dur de conjuguer les études et le travail. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je voulais absolument être en master en alternance, parce que pour moi, c'était la seule clé pour réussir à travailler et être en cours et que ce soit possible. Mais comme c'est des masters qui sont hyper sélectifs, j'ai grave galéré pour y rentrer. Et ça a fait que j'ai cumulé plein de jobs et plein de stages, en plus de petits boulots pour payer mon loyer et tout. C'était très, très dur. La précarité étudiante, en fait, comme l'a dit les autres intervenantes, elle est vraiment institutionnalisée. Genre, c'est vraiment fait pour que tu sois précaire. Quand j'étais à la Sorbonne, ça a été une épreuve, honnêtement, d'obtenir des aménagements. Et j'ai jamais réussi à les avoir. La fac a jamais reconnu que j'étais étudiante et du coup, ils me mettaient absente tout le temps. C'était super dur. Même quand j'avais un travail qui était en lien avec les études que j'étais en train de faire. Et voilà, et quand tu es en stage, que tu cumules 35 heures à payer 3 € de l'heure et que la CAF, elle te coupe ta prime d'activité parce qu'elle considère que tu contribues pas, que tu produis pas. Vraiment, c'est compliqué. Et voilà, et ça se ressent dans des trucs comme j'ai jamais pu prendre une semaine de vacances pendant, 6 ans. J'étais avec un conjoint qui gagnait beaucoup, beaucoup plus que moi et la précarité, ça fait que ça instaure entre toi et tes proches, que ce soit ton mec ou tes potes. Le témoignage de Valentin le disait bien tout à l'heure, mais ça t'aliène en fait, ça t'isole. Et du coup, vu que mon mec, il me payait tout, comment est-ce que j'allais pouvoir faire pour le rembourser? Et puis si jamais ça se passait mal entre nous, si jamais je voulais le quitter, j'allais faire comment? Et au moment de le faire, ça a été super dur parce que j'étais très endettée auprès de quelqu'un avec qui je pouvais plus être en couple. C'était très très dur. Et je pouvais pas demander de l'aide de mon père parce qu'il pouvait pas me la donner. Donc juste j'ai fait un prêt en fait et ça fait que je dois toujours rembourser cet argent-là. C'était compliqué sur la scolarité. Et après sur la santé, la santé mentale, j'en parle même pas. Moi j'ai pas pu voir de psy avant cette année parce que j'avais les sous vu qu'on était confinés pour pouvoir voir un psychologue. Mais par contre sur la santé vraiment physique, je vivais comme une machine en fait. Surtout entre 2015 et 2017 et à partir de fin 2018, là c'était vraiment dur. Je me souviens juste d'un état de fatigue généralisée, d'épuisement, de frénésie, de course contre le temps tout le temps. Des journées de boulot qui commencent à 9h30 et qui finissent à la fin du service du resto à 22h, 23h, parfois minuit. En 3e année de licence, je me suis évanouie une fois à cause de la fatigue ou du stress ou d'un mélange des deux. Et l'année dernière, en décembre, j'ai fait un petit passage à l'hôpital pour une infection rénale. J'étais super faible et fatiguée, mais en même temps, pour pouvoir tenir, je buvais 3 Red Bull par semaine. Donc ça m'étonne pas que j'étais un peu HS. Donc voilà. Et je parlais du confinement, de la crise du Covid. C'est vrai que moi, de manière un peu paradoxale et morbide, j'ai vécu ça comme une bénédiction en fait. Que tout s'arrête, que je puisse plus aller au resto et que pareil pour les cours, on fasse ça à la maison. Genre ça m'a permis de dormir, de me reposer. J'ai dormi 12 heures par nuit pendant plusieurs semaines, voire encore plusieurs mois. Le resto a fermé pour une durée indéterminée pour l'instant.
Bon, après, voilà, le confinement, ça apporte ses lots de stress aussi, parce que le télétravail, c'est très, très dur. Du coup, moi, j'habite dans un appartement où on est 3. Pour bosser, c'est dur, c'est compliqué. J'avais pas le matériel. Bon, maintenant, je l'ai, ça m'aide un petit peu, mais c'est pas toujours parfait. Et voilà, je le disais aussi, je suis prolo privilégiée. J'ai la chance d'avoir un père avec qui je m'entends très bien. J'ai pu retourner chez lui sans problème. C'est un peu dur pour l'intimité et pour l'ego, mais honnêtement, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix en fait. Le fait est qu'on n'a pas cette opportunité-là par rapport à nos amis qui peuvent être indépendants. Juste nous, on n'a pas le droit. On est prolo et on va rester chez nos parents jusqu'à ce qu'on ait la chance de tomber sur un taf pas trop mal payé qui puisse nous permettre de vivre à peu près, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, merci beaucoup. Je pense que ce que tu dis, c'est super important parce que ça met vraiment une réalité sur des chiffres qu'on peut quand même entendre assez souvent. Ouais. Tu vois, on peut souvent imaginer quelqu'un qui travaille à côté, mais on s'imagine que voilà, il fait ça le week-end et que c'est difficile. Mais ouais, mais quand on t'entend, je pense qu'on prend vraiment conscience de l'impact énorme que ça a sur une vie, sur plusieurs années, sur la santé physique et mentale. Donc, ouais. Je voulais donner des petits conseils pour les gens qui seraient éventuellement dans ma situation, qui cumulent les cours et le taf et autre chose. L'administratif, c'est très compliqué, surtout pour les personnes précaires. On a tous beaucoup d'anxiété qui est liée à l'administratif, aux gens qui travaillent. Un peu de phobie administrative aussi, parfois. Je sais que mon père en souffre beaucoup parce que, voilà, lui, il est fils d'ouvrier aussi et ça a été difficile dans sa vie. Du coup, mon meilleur conseil, c'est de trouver des gens avec qui s'en occuper ensemble, c'est-à-dire trouver d'autres gens précaires qui repoussent ça aussi et qui mettent ça sous le tapis et proposer de faire des sessions où en mode viens là, tu vois, on a une après-midi, on va le faire ensemble, on va appeler les gens ensemble, se rapprocher des syndicats étudiants, s'informer sur nos droits, un prolo renseigné en vaut deux. Enfin, vraiment, je sais que notamment avec la CAF, il faut appeler les gens, vraiment décrocher son téléphone plutôt que d'envoyer des mails. Je sais que ça peut être hyper effrayant, mais appelez-les, c'est la meilleure solution. Moi, en 500 coups de fil, je suis tombée qu'une seule fois sur quelqu'un de malveillant, donc n'hésitez pas. Et plus, en tant qu'étudiant ou en tant que jeune, tu es au courant de ta situation, tu sais quoi faire, tu sais quel papier il te manque, tu sais quelle information il te manque, tu sais ce qu'il faut faire pour te débloquer, et plus ton interlocuteur, il va être vraiment enclin à le faire pour toi parce que t'as l'air de savoir ce qu'il faut faire et donc du coup il va te l'accorder. Et je voulais juste passer un petit message, voilà, il y a pas de honte à demander de l'aide si vous vous sentez acculé ou si vous vous sentez genre surbooké ou vraiment trop mal. Il y a pas de honte à retourner chez ses parents, il y a pas de honte à demander de l'aide, qu'elle soit médicale ou financière quand on est juste au bout. Et juste quoi dire de plus que Macron démission. Enfin voilà, ces gouvernements-là qui nous précarisent depuis, je dirais, des dizaines et des dizaines d'années. Ça fait des générations et des générations qu'on n'a pas eu de victoire, comme le disait très très bien Patoun tout à l'heure. Enfin voilà, organisez-vous ensemble et prenez soin les uns des autres. Merci beaucoup pour ce message et pour ton témoignage. On va passer du coup à Marlène qui va nous lire un témoignage qu'on a reçu également. C'est ça, un témoignage de Mélissa du coup qui nous a envoyé ce message tout à l'heure. Du coup, elle nous fait: je suis issue d'une famille d'immigrés algériennes du côté de ma mère. Ma mère est née en France et est devenue enseignante. Elle m'a élevée seule avec mon petit frère. Nous avons été souvent cloisonnés dans la classe moyenne, entre guillemets, trop riche pour être pauvre et trop pauvre pour être riche. Avec mon frère, nous avons souvent prétendu aux seuils les plus faibles des bourses, APL, etc. À côté de ça, ma mère enchaînait les crédits et les dettes pour tenter de s'en sortir. Je suis partie à Nancy entreprendre mes études de droit et j'ai très vite compris que je devais travailler à côté de mes cours pour joindre les deux bouts. J'ai donc enchaîné les jobs étudiants, jobs d'été pour payer mes fournitures scolaires, mon loyer, mes besoins, etc. Par conséquent, le temps de libre que j'avais à côté des cours, je le consacrais au travail, ce qui a rapidement eu des conséquences sur mes notes. J'ai toujours été une très bonne élève, j'ai obtenu mon bac mention très bien. Mais arrivé aux études supérieures, j'ai enchaîné les rattrapages et les redoublements, car je n'arrivais pas à joindre les deux bouts et à procurer autant d'énergie que des personnes qui n'avaient pas ce devoir de travailler. Ce qui a eu malheureusement des répercussions sur ma santé mentale. Cependant,
j'ai eu ma licence de droit et j'ai réussi à trouver du temps pour réaliser un service civique en lien avec le master que je convoitais, ainsi que d'autres expériences associatives en lien également. J'ai même remporté un concours de plaidoirie organisé par la faculté. Néanmoins, cette année, j'ai postulé dans plus d'une dizaine de masters en lien avec mon projet professionnel. Je n'ai eu que des retours négatifs qui déplaignaient que malgré mon expérience, mes notes n'étaient pas suffisantes. J'ai tenté des recours en avançant que j'étais étudiant salarié toute ma scolarité, mais que j'avais un CV fourni et que mes compétences étaient là. Malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve en année de césure obligée. Je tente de saisir le tribunal administratif pour faire respecter mon droit à la poursuite d'études, mais malheureusement, faute de moyens, je ne peux le faire qu'avec l'aide juridictionnelle. J'ai également entamé un DU en lien avec mon projet pro en attente de financement par emploi, car le prix est exorbitant. Merci pour cette lecture, Marlène, et merci, Mélissa, pour le témoignage. Nous allons à présent recevoir Angélique, qui est étudiante et en parallèle aussi assistante sociale. Bonjour, Angélique. Bonjour. Bienvenue sur Radio Pirate, déjà. On est ravis de te recevoir. Du coup, un petit peu comme avant avec Léa, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, nous dire ce que tu fais un petit peu, et puis ce qui t'amène dans cette émission autour de la précarité étudiante? Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis Angélique, donc je suis étudiante en assistante de service social. Donc je suis en 3e année. Cette formation, elle se fait en alternance. Donc j'ai la moitié de mon temps de formation qui est en stage. Actuellement, moi je suis logée encore chez ma mère, où j'ai 2 adelphes, donc une plus jeune sœur et un plus jeune frère. Et donc voilà, moi depuis le début de mes études, je travaille à côté en fait, donc tous les week-ends. Je travaille le samedi toute la journée, le dimanche matin. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Ok, très bien. Donc du coup, tu nous parlais, on va en marquer un petit peu, on en avait un peu moins parlé avec Léa autour de la situation du logement peut-être. Toi, tu es chez ta mère depuis le début de tes études du coup? Oui, en fait, je ne suis pas partie depuis le début de mes études. J'ai la chance d'avoir une mère qui n'est pas pressée que je parte, en tout cas, et qui ne me met pas à la porte. Donc voilà, c'est quand même assez sécurisant d'avoir au moins ça. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, par rapport au travail que tu mènes à côté, tu es obligé de le faire du coup pour subvenir à tes besoins uniquement, ou alors c'est plus que ça, et au niveau de ton travail, du coup, tu travailles 7 jours sur 7, juste le week-end, exactement? Alors du coup, le travail étudiant que je fais en ce moment, du coup, j'ai dû le commencer parce que la situation financière de ma famille se dégradait. Et en fait, si moi, je ne prenais pas de boulot, toute la famille coulait financièrement. Donc j'ai dû prendre ce travail pour soutenir ma mère tenir un peu la barque en fait de la famille. Et donc du coup, oui, je travaille le samedi et dimanche donc à mon travail étudiant, et j'ai cours toute la semaine, ce qui est l'équivalent d'un 35 heures de cours en fait du lundi au vendredi. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à ce travail, donc tu es assistante sociale, c'est ça? Oui, en formation en tout cas, assistante sociale. Ok, d'accord. Et du coup, il y avait ce rapport un petit peu qui nous intéressait, nous, parce que du coup, les assistants sociaux sont souvent confrontés dans leur travail à la précarité. Et on voulait savoir un petit peu si toi, quel regard tu avais un petit peu, si tu as pu être confronté à la précarité étudiante, et ce que c'est d'être un petit peu de l'autre côté, un peu aussi, d'avoir cette double casquette, entre guillemets, et comment est-ce que tu peux accompagner, et comment est-ce que tu accompagnes les gens avec qui tu as affaire? Dans mon travail, dans le cadre de mes stages, en tout cas en lien avec cette formation, j'ai pas forcément rencontré des étudiants en fait qui étaient dans cette situation, mais j'ai quand même conscience que ma situation ne devrait pas être normale, et j'ai aussi pu en discuter avec mes collègues de formation qui eux, certains ils sont juste étudiants, ils n'ont pas à devoir travailler à côté.
Et beaucoup me disent que voilà, je suis courageuse et que voilà, enfin, pour moi, je trouve ça normal, mais pour eux, en fait, c'est courageux bah, on a pu en discuter et c'est vrai qu'ils ont pu me faire rendre compte que oui, j'étais précaire et que ça devrait pas être normal, quoi. Mmh. Et ça, du coup, là, un petit peu sur le fait que tu sois obligé de travailler le week-end en plus de tes 35 heures, on sait, et on l'a dit en introduction, que ça a un impact majeur sur les résultats académiques des étudiants et des étudiantes qui travaillent en parallèle de leurs cours. Est-ce que toi, tu as réussi à concilier un peu ça? Est-ce que ça a été un vrai frein dans tes études? Voilà, comment est-ce que tu as pu gérer un petit peu avec le temps, on va dire, cette double vie un petit peu? Bah, pour moi, en fait, c'est beaucoup du coup d'organisation à mettre en place au quotidien. Parce que du coup, moi, je compartimente en fait beaucoup ma semaine. Et donc, du coup, bah, du lundi au vendredi, c'est les cours. Et le week-end, c'est le boulot. Et en fait, du coup, je me garde en fait mon dimanche après-midi pour moi, pour me reposer, pour voilà, un peu des loisirs, aller voir les amis. Et du coup, bah, faut beaucoup s'organiser. Et du coup, je peux pas travailler le week-end. Faut que je travaille après les cours. Donc, c'est beaucoup de temps en fait que je perds en se détendre. Enfin, je peux pas me détendre le soir. Voilà, c'est beaucoup d'organisation et d'impression aussi de pas prendre le temps que je devrais à mettre dans mes cours en fait et que je dois le mettre ailleurs. D'accord, ok. Et du coup, là, tu nous disais, quand tu nous as contacté, que ta situation, elle s'améliore un petit peu. Et ben, enfin, on va essayer aussi ben voilà, comme a pu le faire Léa aussi, de parler un peu des situations qui s'améliorent et de comment faire pour que ça s'améliore. Est-ce que tu as, toi, des conseils, voilà, au-delà de l'organisation, des mots à faire passer pour que, ben voilà, pour tes collègues étudiants et étudiantes qui sont assez nombreux, mine de rien, dans la même situation que toi? Ouais, un des conseils que je peux donner, bah, c'est prendre le temps de se remémorer pourquoi en fait on fait les études qu'on a entrepris, parce que c'est quand même pour aller sur un but précis, pour améliorer sa situation, voilà, avoir un meilleur train de vie, être plus épanoui. Et voilà, faut aussi se remémorer ça, je pense, dans les situations les plus dures, et aussi de prendre conscience en fait de ses limites et de pouvoir aussi les exprimer aux autres et de pouvoir demander de l'aide si besoin. Voilà, de prendre conscience, voilà, qu'on peut échouer et que c'est pas grave et qu'on pourra recommencer plus tard. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Angélique pour cette fin positive en tous les cas, et merci pour d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir pour témoigner sur ta situation. Pour la suite de l'émission, on va mettre notre capsule qui s'appelle Capsule Santé Mentale, et on se retrouve juste après avec Victoria qui nous donnera des conseils pour gérer un petit peu au mieux la situation financière des étudiants. Coincée entre un climat social anxiogène et les contraintes imposées par la crise sanitaire, la santé mentale en prend un coup. Dans ces moments particulièrement difficiles, il est important de ne pas rester seul, avec ses angoisses, ses doutes et des idées noires. Si vous vous sentez isolé et coupé de tout, des lignes d'écoute anonymes et gratuites proposent un accueil téléphonique 24 heures sur 24. En France, vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. En Belgique, Téléaccueil est joignable au 107, et en Suisse, pour la main tendue, appelez le 143. Ces lignes d'écoute proposent également une messagerie, ainsi que des permanences de messagerie instantanée via leur site internet. Pour la France, cherchez SOS Amitié, en Belgique, Téléaccueil, et en Suisse, la main tendue. Voilà, donc on a déjà immense merci à Léa et à Angélique d'avoir témoigné, à Patoun également. On avait aussi d'autres témoignages, alors on est un peu pris et on voulait pas couper les entretiens, c'est vraiment super intéressant. Mais donc on avait aussi 2 vocaux audio de Louise, qui est une maman étudiante et précaire et qui témoignait de son quotidien, et un vocal aussi de Rifka. Donc je suis désolée pour elle, on va pas pouvoir les passer ce soir, mais on essaiera de les passer peut-être dans de futures émissions, notamment dans peut-être le jeudi soir, enfin voilà, on verra.
Merci aussi à toutes les personnes qui ont témoigné. Et donc, pour conclure cette émission, on va essayer de donner quelques conseils, quelques ressources. Clairement, ça ne supprime pas la précarité, mais ça peut aider. Bon, alors déjà, pour commencer avec quelque chose d'assez assez léger, entre guillemets, il y a le compte Recette Échelon 7, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, c'est donc une étudiante qui s'appelle Iman qui tient ce compte et qui propose plein de recettes à très bas prix. Et elle donne aussi plein de conseils, donc déjà pour la nourriture, mais aussi mais aussi tout ce qui est lié au logement en résidence Crous, à la réduction des frais de manière générale, genre trouver du matériel informatique ou des choses comme ça. Malheureusement, Iman, qui tient le compte, a annoncé aujourd'hui qu'elle arrêtait, mais elle va faire un compte archive avec tout le travail incroyable qu'elle a fait depuis 1 an. Et il y a un groupe Facebook qui est créé aussi d'entraide et soutien entre étudiants et étudiantes, donc n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Concernant le Crous, il y a différents types de bourses et d'aides. Donc, il y a les bourses sur critères sociaux. Il y a des aides spécifiques annuelles pour les étudiants et étudiantes qui ne sont pas forcément éligibles aux bourses. Il peut aussi y avoir des aides spécifiques ponctuelles. N'hésitez pas de manière générale à vous rapprocher d'un ou une assistante sociale pour toutes vos démarches. Sinon, en auto-organisation, on va dire, il y a des actions solidaires qui sont mises en place pendant le confinement, mais aussi en dehors. Donc notamment, vous pouvez vous rapprocher d'un syndicat étudiant. On a vu tout à l'heure avec le témoignage de Patoun l'importance des syndicats étudiants et la puissance des actions qu'ils peuvent mener. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'antenne locale du Secours populaire pour les distributions alimentaires. Voilà, je sais que c'est dur et que, des fois, on n'a vraiment pas envie de faire ça, mais ça peut être vraiment une manière de pouvoir trouver de quoi se nourrir. Et vous pouvez aussi chercher à créer votre propre réseau d'entraide à l'échelle de votre... Dans tous les cas, on vous souhaite beaucoup de courage, on vous envoie toutes nos forces et je vais laisser Adrien conclure. Ouais, merci Victoria, merci Marlène d'avoir pu participer à cette émission avec moi. Merci aussi aux 3 intervenantes et à Anas qui ont témoigné. Pour clôturer cette émission, peut-être sans vous surprendre, on va lire un dernier témoignage qui nous a été envoyé aujourd'hui, le témoignage de Clem, que je me permets de vous lire puisqu'il résume assez bien finalement le problème de la précarité étudiante. Et puis on finira cette émission sur une musique de Chaviré, Sorbonne 1968. Donc pour le témoignage de Clémentine, c'est le suivant. Le truc qui me choque le plus, je crois, c'est à quel point la précarité des étudiants et des étudiantes est banalisée et omniprésente. J'ai fait les poubelles pour manger 1 milliard de fois et j'étais jamais seul. Ça fait 3 fois que je repousse un scanner thoracique par manque de thunes et je sais qu'on est plein à renoncer purement et simplement à se soigner. Je compte plus le nombre de fois où mon repas du soir, c'était juste dormir. Et quand j'en parle à des potes, on est tellement à être dans la même situation, c'est vraiment affolant. J'ai plein de potes qui ont des tafs à côté parce que ça revient trop cher même de vivre en cité universitaire et qui finissent par abandonner leurs études. Je compte plus le nombre d'amis qui ont dû tout arrêter parce que être non assidu en cours, parce que tu taffes, égale rembourser ta bourse au centime près. Ce système est une honte. Demander à des gens qui sont déjà en galère de thunes de rembourser de la thune qu'ils ou elles n'ont pas, c'est quand même un délire. Plus ta bourse est élevée, plus logiquement tu es en galère et plus tu es encore plus dans la merde quand tu dois rembourser. J'oublierai jamais les gens dans la cuisine de ma cité U entre cafards et eau coupée, plaque qui fonctionne 1 fois sur 1000 quand la cuisine est ouverte. Autrement, tu te démerdes. Hein. Les gens donc qui demandaient si on pouvait leur dépanner des pâtes ou du riz le 13 du mois parce qu'ils avaient déjà plus de thunes et étaient à découvert. J'oublierai pas non plus mes potes qui se prostituaient, ni la tentative de suicide d'Anas. C'est hyper glauque d'être étudiant dans ce pays. Et on peut même pas se mobiliser dans les facs vu qu'on risquera bientôt tous 3 ans de tôle et 45 000 € d'amende. Voilà, désolé, c'était un peu décousu. Si tu veux bien rajouter un petit message aux étudiants et aux étudiantes qui nous réécoutent, force à vous, je vous aime.